Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Une mosaïque de portraits pour une figure difficile à penser. Hélène Vial. Dès le geste de révolte et de séparation fondateur dont Hésiode l'a fait naître, et dans l'immense majorité des récits que la littérature lui a consacrés, Aphrodite-Vénus se trouve placée sous le double signe de la rupture et de l'harmonie. Or elle l'est davantage encore quand elle apparaît en tant que mère, comme en témoignent d'ailleurs, par leur seul nom et leur nature respective, les trois enfants nés dans la théogonie d'Hésiode, v. 933-937, de son union avec Arès, d'une part Déimos, effroi et Phobos, peur des routes, liées à la guerre et au conflit entre des ennemis, d'autre part Harmonie qui se présente comme la tension vertueuse et dynamique du rapport entre les opposés. Eros lui-même apparaît dans certaines versions, telle celle du poète lyrique grec Simonide, comme l'enfant cruel d'Aphrodite et d'Arès, ce qui traduit dans un langage généalogique le lien qui se noue entre la violence du désir et la fureur guerrière. La déesse de l'amour et du désir entretient avec la descendance issue de ses multiples unions, et en particulier avec ses fils, des relations complexes qui font d'elle, pour citer l'expression d'Hélène Oliensis reprise dans le titre de ce volume, une mère problématique. Posant de manière exemplaire le problème de la filiation, et plus précisément des discordances de la filiation, dans l'univers mythologique, ces relations se sont trouvées tout naturellement intégrées au programme du programme pluriformation, filiation mythique, hostilité, violence, perversion, qu'a dirigé de 2008 à 2011 Véronique Léonard-Roch, maître de conférences de littérature comparée à L'. Université Blaise Pascal et membre du CELIS, Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique, en collaboration avec Bertrand Westphal, professeur de littérature comparée à l'Université de Limoges et membre de l'EHIC, Espace humain et interaction culturelle. Plus largement, le présent ouvrage se situe dans la continuité de la longue tradition de travail sur les mythes et leur réécriture au CELIS de Clermont-Ferrand et avant lui, dans les centres de recherche dont la fusion lui a donné naissance, en particulier le CRLMC, Centre de recherche sur les littératures modernes et contemporaines, et le CRCA, Centre de recherche sur les civilisations antiques. Tels sont les cadres dans lesquels s'inscrit ce volume, issu d'un projet de colloque qui, pour des raisons matérielles, s'est transformé en projet de livre. Celui-ci ne recherche aucunement l'exhaustivité et se veut une mosaïque de portraits. Certains aspects de la maternité d'Aphrodite-Vénus ne seront pas abordés, tel ou tel de ses nombreux enfants n'apparaîtra pas, et le lecteur aura peut-être, une fois le livre refermé, plus de questions que de réponses. Il ne saurait en être autrement dans un recueil de 11 articles portant sur un sujet difficile qui d'ailleurs, à ma connaissance, mais la bibliographie sur Aphrodite-Vénus est immense, a été relativement peu abordée en tant que telle. L'objet de cette réflexion collective est précisément de mettre en lumière, par l'analyse croisée de diverses sources littéraires, cette difficulté. Elle est bien souvent synonyme d'ambivalence, voire de dissonance. D'ambivalence, par exemple, dans la relation de la déesse avec Eros, qu'une variante du mythe présente comme le fils d'Aphrodite et d'Arès, ou avec Énée, fondateur d'une lignée dont tous les membres seront fils de Vénus, au premier vers du De Rerum Natura, le poète Lucrèce appelle Vénus Eneadum Genetrix, mère de la race d'Énée, mais emportée dans les amours avec Didon conté par Virgile au chant 4 de l'Énéide, par l'hominum diem Cuolupta, joie des hommes et des dieux, qu'incarne également la déesse. L'ambivalence va parfois jusqu'à la dissonance. Pensons à Hermaphrodite, fruit de l'union d'Aphrodite avec Hermès, dont Ovide raconte dans les Métamorphoses la douloureuse histoire, marquée par l'intervention finale, à la fois réparatrice et maléfique, du couple parental divin, ou encore à Priape, le fils laid et fascinant né de ses amours avec Dionysos, leur autre enfant étant de manière significative Hyménée, divinité du mariage. Comment, quand on symbolise la Uolupta, les voix chuchotées des filles, les sourires et les mensonges, et la très douce volupté, et l'amour et les délices, écrit Hésiode, être aussi une génétrix. Et quand on est l'alma matée de tout ce qui vit, ainsi chez Lucrèce, mère de la race d'Énée, joie des hommes et des dieux, ô Vénus nourricière, toi qui sous le ciel étoilé où glissent lentement les astres, rends féconde terre et mer, la mer qui porte les navires, la terre qui porte les moissons. Toi en qui toute conception trouve son origine, toi par qui toute espèce vivante naît à la lumière du soleil. Est-on pour autant une bonne mère pour les enfants que l'on a soi-même mis au monde ? Tel est le sujet de ce livre,
car dans chacune des deux questions distinctes et complémentaires que je viens de poser, réside une double contrainte que de l'Antiquité à nos jours, la littérature n'a cessé d'explorer. Ce volume tend à montrer, à travers des exemples allant d'Hésiode à l'écrivain espagnol du XXe siècle José Luis Sampedro en passant par Apollonio de Rhodes, Apulée, Dracontius ou Rimbaud, la richesse des variations tissées dans le temps par les auteurs autour de cette tension entre le principe amoureux qu'incarne pour partie Aphrodite-Vénus et la fonction maternelle qui lui est aussi conférée par les mythes et à l'intérieur de cette fonction, entre son statut de mère universelle et son rapport individuel avec tel ou tel de ses enfants. La perspective adoptée, davantage thématique que chronologique, bien que le premier article parte d'Hésiode et que le dernier nous transporte au XXe siècle, vise à prendre en compte tous les enjeux de la question, mythologique, religieux, esthétique et philosophique, mais également politique, car d'Aphrodite-Vénus, mère d'Énée, descendent Romulus et Rémus, Jules César et toute la gens Julia, et la littérature met en scène, tantôt pour en faire l'éloge, tantôt avec ironie, les ressorts et les conséquences de cette filiation. La première partie, une injonction mythologique complexe, expose à travers deux approches qui à la littérature mêlent l'une l'anthropologie, l'autre l'archéologie et l'épigraphie, la difficulté que représente en soi et pour ceux qui tentent de la représenter la maternité d'Aphrodite-Vénus. Observant l'amont du sujet qui nous intéresse ici, l'article d'Agnès Echen nous rappelle, en s'appuyant essentiellement sur les sources hésiodiques, homériques et euripidéennes, que la figure de la déesse est elle-même issue d'une généalogie singulière qui, la privant de mère, dans le cadre plus global de la promotion propre à l'écriture mythique antique, de la paternité au détriment de la maternité, met à elle seule en question sa capacité à incarner à son tour la fonction maternelle. Émilie Thibault entrelace ensuite un vaste panorama littéraire antique de la dualité d'Aphrodite-Vénus en tant que mère, allant d'Hésiode à Apulée, et l'analyse de plusieurs fresques pompéiennes qui donnent à cette dualité une vie autre et tout aussi éclatante que celle des mots. Dans la deuxième partie, maternité et pouvoir, le règne de l'ambivalence, se trouve abordé l'un des aspects les plus saillants de la mythologie de la déesse. Aphrodite-Vénus est en effet, dès Hésiode, une figure de la puissance voire de la toute-puissance. Dans la littérature archaïque, écrit Gabriella Pironti, Aphrodite est présentée comme la déesse qui dompte par le désir aussi bien les dieux immortels que les hommes mortels. Son emprise est telle que même Zeus ne peut y échapper. L'éros est la puissance redoutable et bouleversante dont la déesse se sert pour soumettre à sa loi tous les êtres vivants et les pousser l'un vers l'autre. Pourtant, une tension naît parfois entre ce pouvoir étendu à tout l'univers et une certaine vulnérabilité de la déesse en tant que mère, et en particulier en tant que mère d'Éros Cupidon, cet enfant capricieux, d'autant plus difficile à maîtriser qu'il est lui-même tout-puissant. Un premier temps de la réflexion, intitulé « Entre toute puissance divine et vacillement de l'autorité maternelle », Aphrodite-Vénus et Éros Cupidon, explore cette tension. Christine Kossaifi montre la multiplicité des images données par Apollonio de Rhodes, dans ses Argonautiques, d'une Aphrodite qui apparaît à la fois comme une mère bourgeoise, dépassée par son fils Éros, comme une divinité céleste dont la toute-puissance, si elle est remise en cause, peut bouleverser l'équilibre universel, et comme un principe narratif dont le poème est métaphoriquement l'enfant. C'est ensuite dans l'univers d'Apulée, mais en faisant référence à Apollonio de Rhodes, source du récit apuléien, que nous conduit Géraldine Puccini, pour observer la relation particulièrement intense et complexe que met en scène le conte de Psyché entre Vénus et Cupidon et surtout l'évolution de cette relation. Écrasé par sa mère, qui le fait vivre dans une atmosphère incestuelle, Cupidon garde d'abord secrète sa passion pour Psyché, qu'il exprime exclusivement sur le mode sexuel, puis sous elle impulsion donnée par la transgression de Psyché, il conquiert son identité et désormais capable d'aimer et d'être un époux vertueux, devient un mort. Logiquement, la déesse fait profiter ses enfants du pouvoir qui est le sien. C'est en particulier le cas de la Vénus romaine qui ici sauve de la mort telle de ses fils, la obtient pour tel autre ou pour le même, l'exaucement de ses désirs voire l'immortalité. Or, dans les usages que fait la déesse de sa puissance en faveur de ses enfants, les ambivalences sont une fois encore nombreuses, et deux articles réunis sous le titre « Entre tendresse et raison d'État », la mère des Romains, le montrent en observant à l'œuvre la Vénus des épopées virgiliennes et ovidiennes. Judith Romane se penche sur la Vénus de l'Énéide, dont l'attitude peu maternelle a souvent dérouté la critique,
expliquant la distance de la déesse vis-à-vis d'Énée par le primat du collectif sur l'individuel et par le fait que le Pius Énéas est avant tout, y compris pour sa propre mère, le représentant du destin de Rome. Elle montre que Vénus est bel et bien une mère pour son fils. Genetrix Neito, 8, 383, avec cette spécificité que l'affection maternelle de la déesse est inséparable de L'. Accomplissement des Fata par Énée, dont elle n'est jamais mieux la mère que quand elle est aussi venue Victrix, mère du peuple romain. Quant à la Vénus des métamorphoses d'Ovide, que j'aborde dans le second article de cette séquence, la manière dont elle se comporte avec ses fils hermaphrodites, Cupidon et Énée est marquée par une discordance qui est celle du poème dans son ensemble, lieu d'une instabilité fondamentale incarnée en même temps qu'entretenue par la métamorphose, loi unique du monde, et cette discordance lorsqu'elle touche, et quand il s'agit de Vénus elle y touche souvent à la question de la souveraineté et à L'. Histoire de l'agent Iulia, montre la distanciation prise par le poète tant vis-à-vis du modèle virgilien que de la conception augustéenne du pouvoir. Deux des enfants d'Aphrodite Vénus sont eux-mêmes discordants, tant dans leur corps que dans leur destin, Priape et Hermaphrodite. La fascination mêlée de répulsion qu'ils suscitent, que ce soit chez leur propre mère, chez ceux qui les côtoient ou chez les auteurs qui content leur histoire, est le sujet de la troisième partie, la marginalité en héritage, Priape et Hermaphrodite. C'est à Priape que s'intéresse Franck Collin. En plus de la violence et de l'excès caractéristique de tous ses frères et sœurs, le dieu est frappé d'une difformité physique, son sexe immense et toujours dressé qui fait de lui, y compris pour sa mère, un objet d'effroi, de scandale, mais qui définit aussi le point commun entre elle et lui, la crainte que tous deux inspirent à autrui. Le phallos ou le fascinus de Priape risque à tout moment de provoquer une paralysie mortifère du regard. Aussi est-il vital de faire de lui un objet de rire, dérision et diversion à la fois, jouant le même rôle du côté masculin que le sexe exhibé et manipulé de Bobo du côté féminin. Symbole de fécondité et gardien d'un jardin stérile, fascinant par sa force vitale en même temps que repoussant par sa laideur, contraire et complément d'Aphrodite-Vénus, Priape incarne jusque dans sa relation ambiguë avec sa mère la complexité du désir et des enjeux de pouvoir dont celui-ci s'accompagne dans la mentalité grecque puis romaine. Quant à Hermaphrodite, qu'étudie Cécile Serre-Michaud, il est sans doute celui des enfants d'Aphrodite-Vénus qui est le moins proche de sa mère. Si leur parenté est attestée en littérature, notamment par Ovide au livre 4 des Métamorphoses, elle est peu représentée par les artistes. Il est intéressant d'interroger leur relation à la lumière de la notion de génération, liée au terme de génus qui désigne la naissance, l'origine, mais aussi le genre, sexuel ou littéraire, et particulièrement pertinente pour un être marqué par l'hybridation et l'ambiguïté. Victime d'une greffe mortifère, Hermaphrodite devient un être stérile, malheureux et malfaisant, dont hybridité s'accompagne, dans le texte ovidien, d'un croisement de l'élégiaque et de l'épique. Mais c'est plutôt à la notion de reproduction, inséparable de celle de ressemblance, que le lecteur peut avoir recours avec profit pour observer la vie nouvelle que le mythe connaît au XVIe et XVIIe siècle chez des poètes qui, s'inspirant tous d'une même épigramme du XVe siècle, gomment presque complètement le lien de parenté entre Aphrodite-Vénus et Hermaphrodite et réduisent l'histoire de celui-ci, qui ne ressemble plus à ses parents comme c'était le cas chez Ovide, à sa naissance et à sa mort. La quatrième partie, d'incarnation nouvelle en audacieuse métaphore. Fécondité littéraire du mythe. Analyse trois variantes originales qui, donnant à Aphrodite-Vénus trois nouveaux enfants, Rose, poète, Sirène, montre qu'en littérature, la représentation de la relation entre la déesse et sa descendance est une source inépuisable de signification symbolique. Anixter Monjou se penche sur le De Origine Rosarum de Dracontius, poète latin chrétien de la fin du Ve siècle, qui fait naître la rose du sang de Vénus blessée par une épine. Cet épigramme, qui s'inscrit à la fois dans la tradition ancienne des poèmes sur la rose et dans celle ovidienne notamment de la poésie étiologique, offre aussi, si on la rapproche de l'épithalame de Johannes et Vitula du même auteur et du rapt de Proserpine de Claudien, la possibilité des apostrophes. Une lecture érotique qui rend plus complexe et plus intéressante encore cette nouvelle filiation vénusienne. Michel Arouimi, partant de Soleil et Chair 1870, montre l'importance de la présence de Vénus dans les premiers poèmes de Rimbaud et l'identification implicite du poète à la déesse. Mais il montre aussi que, loin d'incarner l'harmonie, objet de la quête du voyant, le mythe vénusien se trouve très vite voire dès le début corrompu,
le point culminant de cette mise à mal étant la Vénus lente et bête de Vénus Anadyomène, dont le nom rime avec Anus, et en laquelle l'harmonie se renverse en atrocité. C'est le poète lui-même qui est alors métaphoriquement parlant, malgré son irrévérence et par elle, fils de Vénus, je cite ici le premier titre envisagé pour l'article, en même temps qu'il la remet au monde, belle et hideusement. Entend l'œuvre de Rimbaud, nourrie de souvenirs littéraires, notamment lucrétiens et hugoliens, Vénus lui permet de mettre à jour les tensions et contradictions humaines et de définir le désengagement esthétique et éthique qui éclatera dans une saison en enfer. Quant à Catherine Berry-Verdugo, elle met en relation, à travers l'étude du roman La Viera Sirena de José Luis Sampedro, 1917 à 2013, la figure d'Aphrodite et celle particulièrement fascinante de la sirène. La déesse apparaît ici dotée d'un nouvel enfant mythique, Glauca, sirène qui par amour renonce à l'immortalité, devenant ainsi non seulement Aphrodite elle-même, qu'elle ne cesse de côtoyer et de vénérer sans connaître les liens qui l'unissent à elle, mais aussi un symbole de beauté et de vertu réunissant toutes les cultures, et peut-être par-dessus tout Isabelle, l'épouse aimée et perdue de l'écrivain. Je me suis enfin permis, constatant qu'Harmonie n'avait quasiment pas trouvé sa place dans ce volume, de consacrer une brève coda, faite de quelques textes littéraires et critiques simplement proposés à la lecture, à cette figure mythique si représentative du sujet abordé ici, car si nettement associée dans sa relation à sa mère, notamment par l'intermédiaire du collier offert par celle-ci à sa fille lors des noces avec Cadmos, à l'équilibre et au déséquilibre, à la perfection et au désastre. 1. Une injonction mythologique complexe. Aphrodite, fille de son père, approche anthropologique d'une filiation patrilinéarisée. Agnès et Chêne. La prise en compte des mythes et légendes attachés à la Grèce ancienne comme d'un matériau anthropologique pose un double problème méthodologique. Celui des sources d'une part, celui du statut de ces récits par rapport à l'histoire d'autre part. En ce qui concerne le problème des sources, il est vrai qu'elles sont nécessairement écrites et que les plus anciennes, Hésiode, Homère, les fragments sont déjà tardives 8e siècle AV. J.C. Par rapport à ce qui a dû être le temps de l'élaboration orale du matériau, depuis la chute de la civilisation crétoise et mycénienne durant le XIIe siècle AV. J.C. De cette époque dite des siècles obscurs, il ne nous est parvenu aucun document écrit, avec les corpus hésiodiques et homériques, sorte d'îlots émergés d'un continent englouti, nous nous trouvons déjà en face d'un travail de réélaboration qui a sûrement, en les fixant, remanié les récits antérieurs oraux. Et il ne fait pas de doute que ce travail s'est raffiné encore davantage, quoiqu'autrement avec les poètes lyriques et tragiques. Ce qui caractérise en effet la culture grecque archaïque et classique, c'est une sorte de progression dans l'élaboration de son matériau d'origine qui aboutit à une profonde mutation avec Euripide puis Platon, où le champ mythico-mythologique entre en déshérence. C'est ce qui permet à Marc Richir de parler d'une naissance des dieux. Richir comme Marcel de Tienne et son invention de la mythologie ou encore Alban Bensa et sa fin de l'exotisme, insiste longuement sur le caractère d'artefact des textes mythologiques. Ils nous empêchent ainsi de voir en ces dieux autre chose que des personnages de papier. Ils ne disent pas que ces dieux n'ont pas été honorés dans des temples et n'ont pas bénéficié de culte en mains endroits. Ils disent que les aventures qui leur sont prêtées dans les textes sont une création de leurs auteurs, en l'occurrence Hésiode et Homère. Cela ne signifie pas non plus que ces dieux ou tout autre personnage de l'épopée n'ait pas existé dans les temps antérieurs, dans l'oralité ou dans des textes disparus. Cela signifie que les auteurs ont pris matière à leur guise et ont remanié cette matière selon des principes qui leur sont propres, à eux ou à leur groupe social, ou à un éventuel commanditaire, probablement selon une doxa en vigueur dans leur contexte historique. Jean Bazin, de son côté, s'étonne que l'on n'attribue pas à la narration elle-même son plein statut d'acte historique. Ces chercheurs s'accordent également pour reconnaître dans ces textes comme dans tout acte de langage, des intentions politiques, voire idéologiques. Alban Bensa parle même à propos des mythes, des armes défensives ou conquérantes. Leurs analyses se rapprochent évidemment de celles de Christian Salmon dans son ouvrage percutant Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Si ces observations s'attachent à notre monde contemporain, elles rejoignent celles des anthropologues travaillant sur les mythes antiques. Ce long préambule vise à proposer, voire imposer à nos regards la distance, voire la froideur,
indispensable à l'analyse anthropologique de cet objet éminemment séduisant qu'est la mythologie, d'autant plus séduisant qu'il traite de la déesse dite de l'amour et de la beauté. Cette déesse connaît d'ailleurs une diversité de traitements qui confirment l'écart entre une éventuelle réalité et le travail de composition qu'accomplit un auteur, en l'occurrence les deux auteurs principaux ayant traité d'Aphrodite, à savoir Hésiode et Homère. La naissance de l'Aphrodite littéraire. Dans la Théogonie d'Hésiode, Aphrodite émerge de la semence écumant dans la mer autour du sexe d'Ouranos tranché par Cronos. C'est de cette écume, en grec aphro, qu'elle tient son nom. Mais le sperme d'Ouranos se mêle aux eaux de la mer. En faisant sortir la déesse des eaux primordiales, Hésiode la rattache à bien des traditions cosmogonies. Nombre de civilisations connaissent un mythe des origines bâti à partir de l'océan primordial d'où émergent les premières divinités. Citons par exemple la Mésopotamie, où l'origine est la mer cosmique ou l'océan primordial, personnifié par la déesse Namu. Le mythe babylonien des origines qui évoque Apsu, l'eau douce, et Tiamat, la mer salée. La Finlande avec Ilmatar parmi d'autres. De ce point de vue, l'Aphrodite hésiodique n'a rien d'original. Hésiode ajoute cependant aux eaux primordiales le sperme d'Ouranos, désigné comme seul élément fécondant. C'est une révolution. Gabriella Pironti remarque qu'il s'agit d'une bien étrange naissance pour celle qui serait la plus féminine des déesses. En effet, cette naissance se produisant sans le moindre passage par une matrice, place Aphrodite entièrement du côté de son père céleste. Cette remarque ne peut manquer d'évoquer la naissance d'Athéna, autre fille de son seul père. En effet, la déesse Athéna fut d'abord en gestation dans le corps de Métis, mais Zeus ayant avalé celle-ci, Athéna se retrouva dans le corps de Zeus, on sait qu'elle sortira de sa tête tout armée. D'une naissance sans mère, exclusivement masculine, exclusivement paternelle, Athéna tire un orgueil viril, voire machiste puisqu'elle proclame « Je suis en tout et de tout cœur pour le mal, jusqu'à l'hymen exclusivement, et je suis indubitablement du côté du Père », déclaration faite lors du jugement d'Oreste, matricide qu'elle contribue à faire acquitter. Enfin, cette naissance d'origine paternelle concerne un autre dieu, Dionysos, né quant à lui de la cuisse de Jupiter. On sait que lorsque sa mère Sémélé, alors enceinte, demanda à pouvoir admirer Zeus dans toute sa splendeur, celui-ci l'aveugla tant qu'elle en mourut consumée. Zeus lui ouvrit alors le ventre, se saisit du fœtus, se fendit la cuisse et l'y inséra. Dionysos en sortit à son terme. Il est probable que l'Aphrodite hésiodique s'inscrive également dans cette problématique de la filiation. Ces gestations masculines intègrent clairement ces jeunes dieux dans une filiation paternelle, une patrilinéarité, et une patrilinéarité exclusive puisque les mères sont évacuées, soit escamotées par ingestion ou consomption, soit inexistantes dans le cas de l'Aphrodite anadiomène, on peut penser que c'est à dessein que les auteurs procèdent ainsi. Sans être passée par le corps d'un homme, Aphrodite a cependant la particularité de n'être pas non plus passée par un corps maternel, au contraire de Dionysos et d'Athéna. Le sperme paternel est la seule source de son être. Cela ne peut que donner à cette substance une valeur éminente. On rejoint ici la plaidoirie d'Apollon en faveur d'Oreste dans les Euménides d'Échille. Ce n'est pas la mère qui engendre celui qu'on nomme son enfant, elle n'est que la nourrice du germe qu'elle a conçu. Celui qui engendre, c'est le mâle, elle, comme une étrangère, conserve la jeune pousse. Euripide défend la même thèse par la bouche du matricide Oreste. Il était mon père et m'a donné la vie. Elle n'était que ta fille et m'a seulement mis au monde, glaive que féconda la semence étrangère. Sans le père jamais l'enfant ne sortirait du néant. Les anciens rapportent qu'un jour, quand l'acteur jouant Oreste prononça ce vers, un Athénien se leva et s'écria « Et sans la mère, grand vaurien d'Euripide ». L'idée d'une exclusive patrilinéarité n'était donc pas partagée par tous. Si un auteur dramatique avait pour mission de la défendre, c'est que le public voire le peuple ne lui était pas acquis. Et Oreste de conclure « J'ai donc décidé de prendre fait et cause pour celui qui fut le fondateur de la famille plutôt que pour celle qui n'eut charge que de nourrice. » Sur la scène, les nouveaux dieux la quitteront, sans le sauver pour autant de la folie. On ne peut manquer de signaler le profond accord qu'exprime à cet égard le Bachofen du droit maternel, infatigable curieux des anciennes parentés et contempteur d'un supposé antique matriarcat, aussi farouche évolutionniste que partisan du progrès spirituel, représenté par l'avènement de la patrilinéarité. L'homme est le principe spirituel. Pour tous les deux, la femme et la terre,
les paroles d'Apollon sont valables, celui qui enfante, c'est celui qui féconde. Homère de son côté donne une filiation moins fabuleuse à Aphrodite. Il la fait naître de Zeus et de Dionée. Faire d'une divinité l'enfant d'eux est déjà un acte volontariste voire idéologique, puisqu'il n'y a là rien de naturel. Pourtant, Homère ne consacre aucun passage à la généalogie d'Aphrodite. Dans l'Iliade, c'est incidemment, lors de la narration d'un combat entre Paris et Ménélas, que l'on apprend qu'elle est fille de Zeus. Plus loin, la chose est répétée lors du combat entre Énée et Diomède. Elle est alors dite aussi fille de Dionée. Lorsque blessée par Diomède, elle se réfugie sur l'Olympe où sa mère l'accueille et la réconforte. L'Iliade fait donc d'Aphrodite la sœur d'Arès par leur père Zeus. Dans l'Odyssée, Aphrodite arrive sur le devant de la scène lorsque chez les Phéaciens, Démodocos relate ses amours adultères avec Arès. Il décrit également le piège tendu par Héphaïstos, le mari trompé. Cet épisode met en lumière des amants adultères et un époux jaloux, car ici Aphrodite est l'épouse légitime du dieu difforme Héphaïstos. Et Arès, le frère chéri de l'Iliade, est donné ici pour son amant, tandis qu'il est son légitime époux dans la Théogonie. Que ces personnages soient selon les textes, tantôt amants tantôt époux signifie qu'ils n'ont pas de lien préexistant au texte ou que ces liens varient d'un lieu géographique à l'apostrophe. Autres sont donc le fruit soit de traditions locales, soit de la décision des auteurs ou de leurs commanditaires. Cela indique en outre la marge de manœuvre des auteurs dans l'agencement de leurs récits. Chez Épiménide, Aphrodite est née de Cronos et d'une mystérieuse Évonymée, auquel cas elle apparaît comme la sœur aînée des Moires et des Érinies. Aphrodite est le storytelling à l'œuvre. Ainsi, au moment précis où le lien d'Aphrodite à l'île de Chypre est affirmé dans le nom même de la déesse Cypris, celle-ci s'inscrit dans un système de lignage conventionnel qui en fait la fille de Zeus. L'ambivalence de la tradition, dont le second volet apparaît dans la Théogonie d'Hésiode, est donc présente à date ancienne dans la littérature. Cela donne à penser que la version marine de la naissance d'Aphrodite n'était probablement pas inconnue de L'. Homère, mais que les impératifs de son œuvre imposaient de soumettre une divinité aussi puissante à l'autorité de Zeus, dans le cadre d'un monde divin ordonné, familial, postérieur au grand conflit cosmogonique. Vinciane Pirène Delforge met ici en évidence l'autorité de l'auteur dans l'organisation de son récit. La généalogie apparaît alors comme un élément propre à être manipulé à des fins que les rebondissements de la fiction et l'art des poètes dissimulent au premier regard. Cette invisibilité des enjeux est très nette dans la célèbre scène du jugement de Paris. En effet, il est frappant de constater que le choix de Paris en faveur de l'amour, Aphrodite, plutôt que de la guerre, Athéna ou du pouvoir, Héra, n'est jamais apprécié à sa juste valeur, et pourtant qui n'y souscrirait? Mais les conséquences, la guerre de Troie, imputées à ce choix sont si terrifiantes que l'on en oublie la beauté du geste premier, oubliant également qu'il s'agit d'une fiction et donc d'un choix d'auteur. Or cette scène illustre magnifiquement l'antagonisme entre Aphrodite et Athéna, c'est-à-dire le dilemme entre l'amour et la guerre. Et l'auteur incidemment, ou insidieusement, accumule les faits qui plaident en faveur de la seconde. On en oublie aussi que la déesse refusée, Athéna, est guerrière et vengeresse, usurpatrice et artificieuse, bien plutôt que sage. La sagesse de Métis, sa mère, semble avoir disparu avec son engloutissement par Zeus. Et quand Athéna surgit de la tête de Zeus, c'est une façon de supplanter une ancienne déesse alors évacuée par une jeune déesse soumise à Zeus. Cette substitution d'Athéna à Métis fait d'elle, autant que ses combats contre Aphrodite, l'adversaire des anciennes déesses, dont elle prend la place pour mieux assurer le pouvoir des pères, des dieux, c'est-à-dire des puissants. Ainsi les Érinies, archaïques protectrices des mers, sont-elles ostracisées, repoussées sous terre tout en étant flattées, bercées de faciles promesses et amadouées grâce au talent rhétorique d'Athéna, parlant elle-même de persuasion. S'adressant à la première Érinie, qui, selon Épiménide, pourrait être Aphrodite, « Je ne veux pas, dit-elle, que tu puisses jamais prétendre qu'une vieille déesse comme toi, tu as été bannie par moi, qui suis plus jeune que toi. » Cette forme de prétérition signale une sorte de reconnaissance, peut-être ironie, à l'égard de celle qu'Athéna conduit, loin de leur ancien séjour. Il faut que je marche devant vous pour vous montrer vos chambres, descendez sous la terre, dans les lieux enfoncés et souterrains. Le soudain abandon de leur colère par les Érinies est assez invraisemblable, car elles ne gagnent que de belles paroles en échange de l'exil dont elles sont victimes, et il est difficile de croire, comme Athéna prétend le faire,
en la vertu de la rhétorique face à l'incorruptibilité légendaire de ces vieilles divinités. Je bénis la persuasion dont les regards ont guidé ma langue et ma bouche, en face de leur sauvage refus. Assimilée aux Érinnies, Aphrodite se confirme comme divinité archaïque comparable aux Cybèles, Ishtar, Astarté, etc. On voit ici comment Athéna prend sa place et où celle des Érinnies. Chez Hésiode, Aphrodite est inscrite dans une théogonie qui situe les divinités les unes par rapport aux autres. L'œuvre est en elle-même une vaste entreprise généalogique. La plupart des divinités sont ainsi rattachées à un couple procréateur. La naissance d'Aphrodite est donc atypique puisqu'elle surgit de la mère mêlée de semences paternelles. D'autres divinités sont nées de cette même semence, les Érinnies, les géants, les nymphes Mélie. À l'inverse, certaines divinités sont nées de leur seule mère. Ainsi en va-t-il des enfants que la nuit engendra sans étreinte amoureuse, la mer et l'abîme, le destin, la mort, le sarcasme, la misère, les Hespérides, la vieillesse, la lutte et autres sympathiques entités. Ainsi en va-t-il également d'Héphaïstos, né d'Héra sans union d'amour. Mais la plupart sont issus d'unions conventionnelles entre dieux et déesses. Ainsi Harmonie Déimos, Phobos naissent-ils d'Aphrodite unie à Arès. En résumé, la plupart des divinités connaissent une généalogie bilinéaire. Celles qui sont nées par parthénogénèse sont soit patrilinéarisées comme Aphrodite, Athéna et Dionysos, lorsqu'elles sont nées d'hommes, soit négatives, destin, mort, sarcasme, misère, vieillesse, lutte, lorsqu'elles sont nées de femmes. On reconnaît là ce qu'on appelle la misogynie d'Hésiode, qui se développe en de nombreux passages de la théogonie, notamment lorsqu'il parle du mariage. Cette institution semble pourtant essentielle dans son œuvre, qui installe le couple institué comme élément organisateur de la société. Mais Hésiode déplore les œuvres pénibles des femmes, incontournables dans le mariage, comme le fera le Jason de la Médée d'Euripide. Les mortels devraient avoir des enfants par quelque autre voie sans qu'il existât de femmes, et ainsi les humains ne connaîtraient point de mots. Même Antienne avec Hippolyte du même Euripide, ô Zeus. Pourquoi donc as-tu, sous la lumière du soleil, établi auprès des hommes ces êtres de vice et de mensonge, les femmes? Nul doute que hors mariage, les femmes retrouvent tous les charmes d'Aphrodite. Le problème paraît donc être le mariage plutôt que les femmes. Les auteurs se trouvent là devant un dilemme qu'ils ne peuvent apparemment résoudre que par la dépréciation des femmes, puisqu'il semble hors de question de déprécier le mariage, que la théogonie met au cœur de ses énoncés. C'est sans doute que sans mariage, il faut l'artifice d'une vague de sperme, d'une gestation dans la tête ou la cuisse pour affilier des enfants à des hommes, et que de telles gestations sont inaccessibles aux mortels. Le mariage est donc la seule voie offerte aux hommes pour s'assurer une descendance personnelle et légitime. Des divinités qui sont d'abord données pour frères et sœurs vont être ainsi recyclées en époux et épouses. C'est évidemment le cas de Zeus et Héra, mais avant eux d'Ouranos et Gaïa, Chronos et Rhéa, Océan et Thétis, enfin Aphrodite et Arès. Cela nous amène à Homère, chez qui le couple légitime, seul garant d'une filiation légitime, prend une importance capitale puisqu'il est aux origines de l'Iliade et au terme de l'Odyssée. En effet, la guerre de Troie comme action centrale de l'Iliade trouve sa source dans la fracture d'un couple pourtant établi par la force de contraintes extraordinaires. Souvenons-nous que Pindare, le père d'Hélène, exigea un serment de tous les prétendants d'Hélène pour qu'ils respectent le choix de l'époux qu'il lui donnerait, Ménélas en l'occurrence, et s'unissent pour le défendre contre quiconque viendrait à détruire ce couple. Et les prétendants vont se retrouver contraints à prendre les armes pour défendre Ménélas et attaquer Paris, le fauteur de troubles. On retrouve des prétendants tout au long de l'Odyssée, autour de Pénélope, fidèle épouse d'Ulysse, en but à leurs assiduités. Dans ce cas de figure également, le couple légitime se trouve menacé. Le massacre des prétendants par Ulysse clôt l'Odyssée et restaure le couple légitime dans toute sa gloire. Ces deux épopées sont ainsi construites autour de la thématique du couple légitime et de sa légitime filiation, sur quoi pèse la menace de la pulsion érotique. Ce n'est donc pas par hasard que l'on va retrouver face à face deux déesses capitales. Elles vont s'affronter par camps ennemis interposés, prendre systématiquement parti pour les héros qui incarnent leurs valeurs, soutenir ou entraver leurs efforts. Ces deux déesses sont Aphrodite et Athéna. Instigatrice de la passion de Paris pour Hélène, Aphrodite se situe bien évidemment du côté de la liberté amoureuse, du côté de Paris, l'amant illégitime,
le destructeur du couple d'Hélène et Ménélas, du côté des Troyens puisque Paris cédait leur. Face à elle, Athéna se situe du côté de la légitimité conjugale. Dans la guerre de l'Iliade, elle soutient les Grecs parce que Ménélas, l'épouse spoliée, est des leurs. Lorsque dans l'Odyssée, Ulysse rencontre 1001 difficultés pour rentrer dans sa patrie et retrouver sa femme et son fils, Athéna est constamment à ses côtés pour lui venir en aide. Il est intéressant de souligner que l'errance d'Ulysse le met toutefois en présence de configurations familiales aux antipodes de la sienne, aux antipodes du couple légitime dominé par l'époux. Ainsi, le monde de Circé et celui de Calypso, deux amantes d'Ulysse, sont des royaumes gouvernés par des femmes sans hommes, amantes sans mariage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.